Merci à vous, Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Diop. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Nous avons l'immense plaisir de recevoir M. Abdoulaye Diouf Sarr. C'est le ministre de la Gouvernance locale, du Développement et de l'Aménagement du territoire. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. L'actualité, vous le savez, c'est la grève des travailleurs des collectivités locales depuis hier, pour 72 heures d'ailleurs. Grève légitime? Oui, j'aimerais d'abord, si vous me le permettez, replacer cette grève dans son contexte. C'est le contexte de l'acte 3 de la décentralisation et j'aimerais rappeler deux choses importantes. Lesquelles? D'abord, le chef de l'État, son Excellence le président Macky Sall, a demandé au gouvernement de procéder très rapidement à l'évaluation de la première année de mise en œuvre de l'acte 3 de la décentralisation. Présentement, vous le savez, ce processus d'évaluation est à son terme, la matrice d'ajustement est déjà disponible et le Premier ministre est en train de préparer un conseil interministériel pour apprécier les ajustements à opérer. Vous avez noté des manquements? Oui, avant de continuer sur le deuxième point, vous avez noté des manquements? Quand je parle d'ajustement, oui, c'est que forcément, à la première année de mise en œuvre, il y a des difficultés apparues. Et c'est pourquoi d'ailleurs le chef de l'État, de manière tout à fait réaliste, a demandé à ce qu'on évalue pour apporter les ajustements nécessaires. On reviendra là-dessus. Maintenant, deuxième élément important, oui, c'est que les collectivités locales, dans la première année, ont eu d'énormes difficultés au plan financier, notamment par rapport au salaire. Et l'ensemble de ces difficultés, qui ont un impact direct sur les travailleurs, ont été prises en charge par l'État, dans le cadre d'ajustement ou dans le cadre d'appui budgétaire aux collectivités locales concernées. À la lumière donc de ces deux considérations, je reviens effectivement à la grève. Vous me parlez de légitimité et je ne peux pas effectivement à ce niveau apprécier la légitimité et la non-légitimité de la grève. Mais vous comprenez que les travailleurs des collectivités aillent en grève? Cependant, oui, nous comprenons. Oui. Si c'est une grève de principe pour alerter dans la perspective de ce conseil interministériel, nous pouvons le comprendre. Si fondamentalement c'est une grève pour prendre en charge les éléments d'ajustement déjà intégrés dans l'évaluation, évaluation où l'ensemble des acteurs ont été effectivement partie prenante, je crois qu'à ce niveau-là, on pouvait avoir une autre démarche. Mais en tout état de cause, nous considérons que quand les travailleurs prennent la parole, il faut effectivement les écouter. Nous sommes en train de les écouter. Oui, vous êtes en train de les écouter. Ils parlent de problèmes de salaire, ils parlent de prise en charge médicale, entre autres problèmes. Quand est-ce que ces problèmes seront de mauvais souvenirs? Vous savez, élément toujours de rappel, parce que nous sommes dans une réforme extrêmement importante qui a réussi au plan de sa première phase, c'est-à-dire l'installation des communes, la communalisation intégrale, qui engage une deuxième phase, la phase de consolidation des ressources financières des collectivités locales, mais aussi la phase de structuration en termes de pôle territoire. Dans le cadre de la deuxième phase de la réforme, il est important que nous attendons d'avoir des collectivités locales suffisamment outillées au plan financier. Donc, les difficultés rencontrées dès la première année de mise en œuvre sont tout à fait compréhensibles. Je note d'ailleurs que la réforme de 1996 a attendu jusqu'en 2000 pour être véritablement consolidée. Aujourd'hui, nous sommes déjà à la première année de mise en œuvre de la réforme Acte 3. Il y a des difficultés, nous le comprenons. Et l'ensemble de ces difficultés, d'ailleurs, ont été bien prises en charge par l'État. Je souligne que dans le cadre de la loi de finances rectificative 2015, 2,5 milliards ont été injectés par l'État pour être aux côtés des collectivités locales qui ont été identifiées comme ayant des difficultés de salaire, mais aussi des difficultés de prise en charge des dépenses obligatoires. Vous voyez donc, l'État est toujours là, bien présent, pour accompagner les collectivités locales dans la première année de mise en œuvre. En attendant, bien sûr, que du point de vue financier, la réforme soit consolidée dans sa deuxième phase, parce que je rappelle que la deuxième phase est une phase de renforcement financier des collectivités locales pour les appuyer au plan de la fiscalité locale, au plan du transfert, l'augmentation du transfert. En 2016 déjà, budget 2016, le fonds de dotation et le fonds de concours ont été augmentés à peu près à presque 7 milliards. Ce qui veut dire que l'État a une excellente, j'allais dire, une bonne dynamique pour renforcer les collectivités locales. Oui, justement, question précise pour les travailleurs des collectivités locales qui nous suivent. Quand ces problèmes vont être définitivement réglés? Je reviens sur cette question bien précise. Est-ce qu'on peut dire au bout d'une année, on ne parlera plus de problèmes de salaire, on ne parlera plus de certains manquements? Est-ce qu'on peut le dire? Mais si déjà, dans un an, si déjà on a dit que
on évalue et il y a une grille d'ajustement disponible, un conseil interministériel va statuer sur ces éléments pour apporter les corrections nécessaires, ça veut dire que le processus de résolution de ces problèmes est en cours. Naturellement. Fondamentalement, il faut reconnaître aussi qu'il s'agit d'une réforme. Quand on parle d'acte 3 de la décentralisation, c'est parce que la décentralisation vient de loin. Et dans ce processus permanent de recherche de solutions pour les collectivités locales, on ira aussi loin possible parce que je note que la décentralisation que nous avons mis en place est une décentralisation économique. C'est une décentralisation qui a pour objectif de mettre en place des territoires viables, compétitifs et porteurs de développement. Oui. Vous voyez donc que la vision est extrêmement claire de ce point de vue-là. Vous ne voulez pas parler de date précise, je vous le Parce concède. que ce n'est pas réaliste que de parler de date. Oui, parce je vous le concède. c'est un processus continu Oui. où l'État est en train véritablement de mettre en place l'ensemble des mécanismes pour avoir des collectivités locales viables. Je vous le concède. Maintenant, alors, est-ce que tous ces problèmes signifient que l'acte 3 de la décentralisation a été quelque part mal pensé ou bien, dans en tout cas la réalisation, ça a été mal réalisé? Mais pas du tout alors. Qu'est-ce que cela L'acte signifie 3 de la alors, quand on décentralisation, rencontre l'acte toutes 3 ces difficultés? l'acte 3 de la décentralisation a été plébiscité de par le monde. Le Sénégal aujourd'hui est cité en référence comme étant l'un des pays qui a véritablement pris le virage économique de la décentralisation. On n'est plus sur des registres juridiques ou administratifs, on veut une décentralisation économique avec des territoires porteurs de développement. Donc, vous voyez qu'à ce niveau-là, il n'y a aucun problème. Mais nous comprenons effectivement qu'il faut phaser la mise en œuvre. Et dans le phasage de la mise en œuvre, la mise en place des organes a été la première priorité. Il n'y a La pas de communalisation précipitation, il n'y a pas de intégrale. précipitation. Je termine à ce niveau-là. Oui. Et la deuxième phase, la phase financière et la phase économique en termes de pôle territoire est déclenchée. Donc il n'y a pas du tout de précipitation. Il y a effectivement un phasage et un planning qui est en train de suivre son cours. Nous comprenons quand même que quelques collectivités locales puissent dérouler avec, bien entendu, un schéma bien réfléchi, une stratégie de communication anti-acte 3. Entre autres, mais aussi il y a la vérité et les réalités qui sont là, monsieur le ministre, qu'on ne peut pas quand même nier. C'est la vérité qui Ok. fait que on est évalué aujourd'hui Oui. et qu'on dispose d'une grille d'ajustement de manière tout à fait réaliste qu'on va dérouler pour apporter les ajustements nécessaires pour aller à la phase de consolidation financière et économique. Oui. Cependant, il ne faut pas, de manière systématique, vraiment, j'allais dire, jeter le bébé avec l'eau du bain, si j'ose m'exprimer ainsi. Très bien. Il Alors, s'agit d'une très bonne réforme Oui. qu'il faut consolider dans sa deuxième phase. on va boucler ce chapitre avec des maires qui ont fermé carrément leur mairie. Réaction du ministre de la gouvernance locale sur cette question bien précise. Mais inadmissible. Je crois que les Sénégalais qui nous regardent sont tout à fait, de mon point de vue, inadmissibles. Aucun maire n'a le droit de fermer effectivement un service public. Très bien. Aucun maire n'a ce droit et je crois qu'à ce niveau-là, nous serons saisis ou bien nous allons nous saisir nous-mêmes Et qu'est-ce que pour vous allez faire? apporter effectivement la lumière sur de tels ajustements. Et vous allez prendre des sanctions si Nous cela n'aimons s'impose. pas, en ce qui nous concerne, avoir une démarche qui ressemble un tout petit peu à la précipitation. Nous voulons, de manière tout à fait réaliste, apprécier la situation et, bien entendu, aviser aux besoins. Possible sanction. Je ne m'avance pas là-dessus. Très En bien. tout cas, c'est inadmissible et nous considérons que c'est inadmissible. Question politico-judiciaire. Oumar Sarr, coordinateur du PDS, vient d'obtenir une liberté provisoire. Ce matin, c'était 2 autres jeunes du Parti démocratique sénégalais. Décrispation, on peut lire les choses ainsi. Il s'agit d'une décision du système judiciaire. Si ça peut contribuer effectivement à décrisper et à, j'allais dire, permettre un rapprochement des positions à certains égards, je crois que c'est à saluer. Mais ce que nous notons, c'est que notre système judiciaire fonctionne et je considère cela comme étant effectivement donc une satisfaction par rapport à l'état de droit que nous connaissons au Sénégal. Est-ce qu'on ne peut pas mettre cela dans la même logique de ce que le PDS a posé comme condition pour participer aux consultations sur les réformes institutionnelles, qu'on libère d'abord ses responsables en prison? Je ne crois pas. C'est pas lié. Je ne crois C'est pas. pas lié. Je ne crois pas que ce soit lié. Moi, la lecture En que cas, j'en la ai, coïncidence est troublante. la lecture que j'en ai, Oui. c'est que notre système judiciaire a pris effectivement une décision de ce point de vue-là. La décision peut contribuer à rapprocher les positions et à renforcer, bien entendu, le dialogue.
cela me semble être une bonne chose. Sur le mandat du président, il a demandé à vos militants, disons, à vos camarades de parti, d'arrêter certaines sorties. Ça continue désobéissance? Non, pas du tout. Je ne crois pas que ce soit une désobéissance. Parce qu'on a quand même entendu des sorties radicales à gauche et à droite. Notre parti ne fonctionne pas comme ça. Je crois que sur cette question, il y a des positions qui se sont émises. Oui. Et aujourd'hui, ce qu'il faut noter, c'est que il faut qu'on attende, de mon point de vue, que le Conseil constitutionnel se prononce sur l'applicabilité du mandat de 5 ans au mandat en cours. Je crois que c'est là où se situe la difficulté, parce que la difficulté n'est pas sur le quinquennat, mais sur l'applicabilité au mandat en cours. Je crois qu'il y a une question préjudicielle. Nous attendons à ce niveau-là le Conseil constitutionnel pour pouvoir nous prononcer. Si on est légaliste. L'avis de Abdoulaye Diouf Sarr sur la question. Mon avis sur la question, c'est ça. Oui, réduire ou maintenir. La question de la réduction du quinquennat ne se pose pas. Oui, la vraie question qui se pose, c'est par rapport au mandat en cours. Vous voulez qu'il maintienne les 7 ans? Je suis un légaliste. Oui. Légaliste que je suis, si fondamentalement le Conseil constitutionnel estime que c'est applicable au mandat en cours, c'est le peuple qui va effectivement se prononcer là-dessus. On ira au référendum et le peuple va se prononcer. Dernière question, puisqu'on n'en parle pas beaucoup, l'aménagement du territoire, puisque vous êtes le ministre de la gouvernance locale, du développement et de l'aménagement du territoire. Où en êtes-vous sur ce dernier point? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Point extrêmement important. Vous savez, l'aménagement du territoire, c'est véritablement la planification de l'espace en termes donc de pôle de développement. Absolument. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est déjà d'aller à la mise en place du pôle territoire Sine Saloum et du pôle territoire Sénégal oriental. Essayer de faire en sorte qu'à ces deux niveaux-là, après Ziguinchor, qu'il y ait une cohérence territoriale. Après, le travail va se poursuivre dans le reste du pays. Ce qui est aussi important à ce niveau-là, c'est que toutes les activités politiques que nous déroulons doivent se dérouler sur la base d'un schéma prévisionnel. Un schéma prévisionnel économique, un schéma prévisionnel d'installation des équipements dans l'espace territorial, mais un schéma prévisionnel de meilleure maîtrise des infrastructures dans les territoires. Et actuellement, l'Agence nationale d'aménagement du territoire est en train de travailler, et d'ailleurs l'étude est lancée pour une cohérence territoriale. Parce qu'il y a des fois des dysfonctionnements qui font quand même que les territoires peuvent mal se présenter. Le travail est en train d'être fait et très bientôt d'ailleurs une très grande campagne au niveau national va être lancée autour de la problématique de la cohérence territoriale. Très bien. Monsieur le ministre, merci. Je vous remercie, Antoine. Je rappelle que nous recevions sur ce plateau le ministre Abdoulaye Diouf Sarr. C'est le ministre de la gouvernance locale, du développement et de l'aménagement du territoire. À vous, Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Diop. C'est tout pour ce soir. Demain, retrouvez Mahmoud Ibra Kane sur ce même plateau. Excellente soirée chez vous.